L'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale comme thème de la fête de l'indépendance, tout un programme. Ce dimanche, Remue Ménage fait le constat avec le président Macky Sall que la citoyenneté est mise à mal à bien des égards quand l'espace public est occupé sans titre ni droit au risque de poser de graves problèmes d'encombrement, d'insalubrité et de sécurité publique. Notre cadre de vie se meurt. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qu'on a raté dans les plans d'aménagement urbain? La part de l'éducation citoyenne, la responsabilité de l'autorité publique, des spécialistes de l'urbanisme et de l'aménagement font l'état des lieux sur RFM. Ce dimanche, Abdoulaye Cissé reçoit le professeur Maouloud Diakhaté, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialiste de l'aménagement du territoire et auteur de l'ouvrage fondateur intitulé La politique d'aménagement du territoire au Sénégal, publié chez L'Harmattan, et Oumar Ba, urbanisme, consultant en management public, aménagement du territoire et développement local, diplômé de l'université Panthéon-Sorbonne en France. Remue Ménage pour refonder notre cadre de vie, c'est ce dimanche à partir de 10h sur RFM, la radio de toute l'actualité avec Abdoulaye Cissé. Bonjour et bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de cadre de vie, un sujet souvent relégué aux arrière-plans des priorités, mais ô combien transversal. La nécessité de refonder notre cadre de vie est presque réhabilitée par le président de la République qui en fait un point fort dans ses différentes prises de parole publiques depuis sa réélection à l'issue de l'élection présidentielle du 24 février. De plan d'urbanisme à plan d'aménagement, nos villes n'ont jamais semblé rentrer dans la modernité. Pour évoquer le sujet, j'accueille des spécialistes, à tout le moins des voix autorisées. Professeur Maouloud Diakhaté, bonjour. Bonjour, Abdoulaye. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialiste de l'aménagement du territoire, auteur de l'ouvrage intitulé La politique d'aménagement du territoire au Sénégal, publié chez L'Harmattan. Permettez que j'introduise votre vis-à-vis. Oumar Ba, bonjour. Bonjour. Oumar Ba, vous êtes urbaniste, consultant en management public, aménagement du territoire et développement local, diplômé aussi de l'université Panthéon-Sorbonne en France. Messieurs, évoquer le cadre de vie, c'est évoquer nos villes, c'est évoquer notre environnement, l'encombrement, les occupations illégales des espaces publics. C'est le président de la République lui-même qui déclare, je le cite si vous permettez, « La citoyenneté est mise à mal à bien des égards quand l'espace public est occupé sans titre ni droit au risque de poser de graves problèmes d'encombrement, d'insalubrité, de sécurité publique. » J'ai cité bien sûr le président Macky Sall. Professeur Maouloud Diakhaté, quand on a dit ça, comment on le traduit si c'est vraiment sincère dans la prise de décision, surtout qu'on est en train de mettre en place un nouveau gouvernement? Vous vous attendez à quoi dans cet aspect spécifique de la prise en charge ou de la refondation du cadre de vie? Bonjour Abdoulaye, vous me permettez d'abord de saluer vos auditeurs, ensuite de saluer mon vis-à-vis, mon ami Oumar Ba, et vos techniciens. Je voudrais dire que le président de la République a mis le doigt sur un abcès. Et tout le monde sait que le problème du Sénégal est un problème urbain, car le Sénégal est en train de se transformer d'un pays rural, on est en train de passer à un pays urbain. Et cela doit se faire avec un accompagnement conséquent, et cet accompagnement se justifie d'autant plus que nos villes vivent des problèmes de fonctionnement. Nos villes ont des problèmes de croissance et en un mot, un problème de fonctionnalité. Donc, en abordant son deuxième mandat, le président de la République, effectivement, a mis son bleu de chauffe pour s'attaquer à une problématique qui est fondamentale et à une problématique qui est au rendez-vous de l'émergence. Je voudrais dire que, principalement, une ville comme Dakar est une ville qui est extrêmement encombrée. C'est une ville qui a des problèmes concernant son projet de territoire. C'est une ville qui souffre de manque de planification et qui est pratiquement pilotée à vue. Parce qu'il y a deux grands pouvoirs qui se font face. C'est le pouvoir central, mais de l'autre côté aussi, il y a le pouvoir des collectivités territoriales.
Et en se faisant face, c'est pouvoir se marcher dessus, sur le même espace, ce qui se traduit par une non-maîtrise des instruments de gouvernance urbaine et sur le plan du vécu quotidien, par un encombrement. Les avenues sont archibondées par 1001 métiers. On y trouve à la fois des marchands ambulants, on y trouve des tabliers, des gargotiers, des lunetiers, tous les petits métiers. On est dans une sorte de cour des miracles. Pourquoi Dakar ne peut pas, dans la compétition qui l'oppose aux autres grandes villes de la sous-région, nous savons que Dakar est en compétition avec Abidjan pour le leadership sous-régional, en compétition avec d'autres villes qui sont en train d'émerger, que ce soit Ouagadougou, que ce soit Bamako. Pourquoi Dakar ne se met pas à niveau, ne respecte pas le cadre urbanistique de développement urbain, le cadre qui devrait permettre de dépasser tous ces problèmes environnementaux. Professeur, j'aimerais quand même vous entendre parce que je vous entends venir, mais souvent on a mis le problème du cadre de vie sur l'aspect économique, c'est-à-dire que souvent on a dit Dakar était la macrocéphale du Sénégal qui regroupait toutes les entreprises, tout le pôle économique et qu'on déplace les pôles économiques. Mais aujourd'hui, il s'agit du cadre, limite du cadre civil, du cadre de vie où les citoyens habitent. Ce n'est plus le lieu de travail. Dans nos quartiers, dans nos cités, aujourd'hui, c'est devenu tellement encombré qu'on n'y vit plus. Je pense que c'est important quand même qu'on s'arrête sur le cadre de vie dans l'aspect domicile, dans nos quartiers. Oumar Ba, vous êtes avec nous dans cette émission. Est-ce qu'on peut se réjouir quand même du fait qu'au moment où on est en train de donner un cap au gouvernement qui va présider aux destinées du Sénégal dans les 5 années à venir, que le président de la République quand même mette en priorité la refondation du cadre de vie qu'il a mis en corrélation avec la citoyenneté, le changement de comportement, mais quand même l'encombrement aujourd'hui, qu'on le mette en avant, on peut s'en réjouir quand même, non? Tout à fait. Merci pour l'invitation et je tenais aussi à vous remercier encore une deuxième fois pour l'honneur que vous me faites de me mettre à côté ou en face du professeur Diakhaté, personne pour laquelle j'ai la plus grande estime. Le discours du président doit nous interpeller à plusieurs niveaux. D'abord, sur le constat. Comme on dit en Wolof, lu ne fang ken du ko set, ken du ko dire quoi. Donc, Dakar est une presqu'île dont on ne voit plus la mer. Donc ça doit nous interpeller. Dakar est devenue une ville-marché. Vous partez de Kermel jusqu'aux Parcelles Assainies, c'est un marché sans discontinuité. Vous avez Kermel, vous traversez la place d'Indépendance, ensuite vous avez Ponty qui est un marché, vous avez Lamine Gueye qui est un marché, Faidherbe, Petersen, vous descendez, vous avez Alec Pape Gueye Fall, ensuite boulevard Charles de Gaulle, vous descendez le marché de Koloban, ensuite HLM, ensuite Castor, ensuite Grand Yoff. Vous en oublierez pas Stylène, Blaise Diagne. Et ça, c'est de l'autre côté. Stylène, Blaise Diagne. Et même l'avenue, la route de Wakam, l'avenue Cheikh Anta Diop, est devenue aussi un marché squatté. Et ça continue comme ça. Donc, tout cela, qu'est-ce que ça doit nous amener ça doit nous amener à réfléchir, non pas sur la conséquence, parce que ça, c'est la conséquence, mais sur les causes. Et une des causes, ou en tout cas, ce que ça relève, c'est l'absence d'État. Parce que c'est un État aussi qui est parfois absent. Si on a un problème d'encombrement urbain, c'est parce que l'État a été absent. La nature a horreur du vide. À un moment, si des gens s'installent dans un endroit où ils n'ont pas le droit, et qu'on vient leur installer, on vient leur mettre l'eau et l'électricité, eh bien, c'est une manière aussi de les inciter à y rester davantage. Si quelqu'un reste dans un endroit qu'il squatte pendant 3, 4, 6 mois, c'est une installation de fait. Si des gens s'installent sur des zones dont on dit qu'elles sont non aedificantes, donc on n'a pas le droit d'y, alors que ces gens bénéficient de permis de lotir, bénéficient de permis d'habitat, de lotir, de permis d'habitation, à un moment, ça doit nous interpeller parce que qui délivre ces autorisations-là? C'est l'État. Donc finalement, l'État, on arrive à devenir un délinquant. Malheureusement, au sens juridique du terme, je veux dire. Et quand je dis l'État, je ne parle pas des individus personnellement, mais je parle du système. Et c'est là où le discours du président devient intéressant dans sa deuxième phase.
c'est un problème de refonte, ou non pas de l'administration, mais de l'État de manière générale. Et là, on pourra en discuter davantage, parce que ça va amener aussi, de manière sous-jacente, la question de la citoyenneté. Et là, ça nous interpelle maintenant en tant qu'entité, l'État, mais au niveau individuel, ça doit nous interpeller. Parce que finalement, qui est-ce qui jette les papiers par terre? C'est nous. Qui est-ce qui jette les pots de café une fois qu'on a fini de boire dans la tasse de café usagée? C'est nous. Qui est-ce qui barre les routes ou les rues parce qu'on a une cérémonie où on veut faire une chant ou tout ce qu'on veut? C'est nous. Nous, individuellement, nous, Ndiaye, Diop, Fall, etc., nous, Sénégalais, ce ne sont pas des Gabonais qui le font. C'est nous. Donc, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller sur notre rapport à l'espace. Ça doit nous interpeller sur notre rapport au bon voisinage. Ça doit nous interpeller sur notre responsabilité individuelle et collective. Et qui parle de cadre de vie ne parle pas seulement de cadre physique. Le cadre de vie, c'est un cadre sonore. C'est des chants à 3 heures du matin ou à minuit. Ça fait partie du cadre de vie. C'est un cadre olfactif. Les nuisances olfactives, c'est des choses, des questions que tu dois adresser. C'est l'absence de tiers-lieux, d'endroits, de lieux de transition où les personnes, où les gens peuvent se rencontrer et discuter. Toutes ces questions-là doivent nous interpeller, comme j'ai dit encore, à plusieurs niveaux. Déjà individuellement, ensuite, dans un second temps, en tant que groupe, et après, dans un troisième temps, en tant qu'État ou en tant qu'administration. Mais qu'est-ce qu'on a loupé? Parce que dans ce que vous dites, je vois des choses qui existaient de par le passé. Ces tiers-lieux-là, des lieux où les gens pouvaient se rencontrer. On a eu des espaces verts un peu partout. Les SICAP étaient réputés, le G2 était réputé, les Nyarri-Tali étaient une allée très piétonne et passante où les gens pouvaient se rassembler. Et dans beaucoup d'autres endroits aussi, les allées du Centenaire, même la place de l'Indépendance qui aujourd'hui est juste une place en béton où il n'y a presque pas d'espace vert. Qu'est-ce qu'on a raté pour en arriver là? Et c'est tout le paradoxe, que nous soyons en 2019 et ayant la nostalgie des années 70 et des années 80. Quand j'étais jeune, les rues de la SICAP étaient balayées. Et j'en arrive à être nostalgique de cette période, ça doit nous interpeller. Effectivement, il y a des facteurs exogènes. On a connu quelques crises après les années 70 avec la grande sécheresse. Ensuite, le programme d'ajustement structurel, la dévaluation est passée par là. Ça, ce sont les facteurs exogènes. Mais ensuite, l'État, parce qu'on est vraiment dans une boucle d'interaction, je veux dire. L'État a subi cela. Donc, il y a cette perte d'État-là. Voilà. Des absences d'État, pour reprendre le terme d'un des chercheurs. Il y a des absences d'État, malheureusement. Parce que cet État-là n'a pas su aussi se mettre au diapason. Cet État-là aussi n'a pas été un peu schizophrénique. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Concernant la décentralisation, des questions qu'il maîtrise mieux que moi, nous sommes allés créer des collectivités locales en leur donnant un certain nombre de prérogatives uniquement sur le papier. Mais les moyens n'ont pas suivi. Donc, on appelle ça en Wolof, Maebob Protilami. Donc, si vous voulez que des gens avec un budget de 50 millions puissent s'occuper d'une commune, vous n'avez rien compris. La ville de Thiès n'a pas 2 milliards de budget. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Que fait le maire? Il fait des cantines pour pouvoir avoir des taxes. Et peu lui importe où est-ce qu'il peut mettre des cantines, même si c'est autour des écoles. Donc, c'est tout un ensemble de choses, voilà, qui nous interpellent, comme j'ai dit encore, individuellement, mais en tant qu'État. Et ne pas rester uniquement dans le spectaculaire, comme on a dit, Dakar et Sale, etc. Mais oui, la question mérite d'être posée davantage. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Mais regardez Dakar. Et que vos électeurs, vos auditeurs m'excusent de parler tout le temps. Personne ne vote pour moi. Hein. Ouais, non, quand je dis Dakar, moi, c'est une sorte de tropisme parce que je viens un bois de Dakar, mais ça peut être valable pour Saint-Louis ou pour d'autres capitales régionales ou d'autres villes du Sénégal. Regardez les anciens quartiers jusqu'à début 80. Et après, regardez les quartiers qui sont postérieurs aux années 80. En termes de maillage, en termes de trame urbaine, en termes de morphologie urbaine. Vous avez des quartiers qui n'ont quasiment pas de trottoir. Des quartiers où la rue ne fait même pas 8 mètres. Et qui a fait ça? Ce sont des promoteurs peut-être véreux, mais qui l'ont fait avec le soutien, ou en tout cas avec l'aval de l'État, parce que c'est l'État qui, en dernier ressort, a autorisé tous ces lotissements-là. Faire une ville, ce n'est pas seulement faire de l'habitat. Ce n'est pas seulement mettre des réseaux de transport. Comme actuellement, cette tendance est en train de se poursuivre. De grandes ruptures urbaines sont en train d'être faites par les infrastructures de transport. Vous avez des quartiers comme ça, Ouest Foire, Nord Foire.
parce qu'il y a une voie rapide qui passe au milieu et vous n'avez pas de passerelle. Vous êtes en train de les séparer, vous en faites 2 quartiers qui normalement devaient en être un. Vous êtes en train d'isoler certains quartiers autour de la foire, par exemple. C'est des quartiers qui sont complètement isolés. Et donc, finalement, ça devient une ville archipel. Avec plein d'entités comme ça, et tout cela participe du cadre de vie. Après, il y a une rupture à l'harmonie. Malheureusement. Professeur Mawlud Diakhaté, et pourtant, on a eu des plans d'aménagement urbain, on a eu des plans directeurs, on en a même un qui va à 2035, qui s'inscrit aussi dans une logique de prospection qui nous amène très très loin. Mais est-ce qu'on peut continuer avec ce qu'on a actuellement? Et qu'est-ce qui prime? Est-ce qu'on pense à l'avenir, comment on fait pour ce qui est à venir, ou alors l'existant, il faut refonder l'existant quand même, non? Tout à fait, il faut refonder l'existant. Je vais commencer par dire que la planification n'est pas notre fort. La planification n'existe que peut-être sur papier. Vous voulez dire l'application des recommandations de nos planifications? Effectivement, l'application des recommandations se heurte maintenant à certaines inerties. Parce qu'il y a des problématiques qui se posent à nos villes et dont il faut donner immédiatement la solution. Nous n'avons pas le recul nécessaire. Parce que nous travaillons, nous avons toujours l'habitude de travailler à régler les questions les plus brûlantes, les questions d'actualité. On ne travaille pas dans le cadre d'une prospective territoriale. On ne travaille pas dans le cadre d'un projet de territoire. Donc, on ne peut pas valablement porter une planification un plan qui a des étapes, des moments de pause, d'évaluation, de réorientation pour pouvoir régler quand même ou amortir les dysfonctionnements qui se présentent à nous. Le problème du Sénégal a commencé, il faut le dire, depuis les années 70, parce que le site était, pour Dakar notamment, était prévu pour à peu près 600 000 habitants. Et les grandes crises ont fait qu'il y a eu un exode rural assez conséquent qui a rompu les harmonies que connaissait la ville de Dakar. Et concomitamment, l'État travaillait à créer des zones de recasement, des lotissements, à essayer de résorber ce problème qui se posait, parce qu'une véritable fracture commençait à se poser et peser sur les structures urbaines. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes actuellement dans une phase de transition. Parce que Dakar a plus que grandi, Dakar étouffe. Raison pour laquelle Diamniadio a été créé, pour jouer un rôle d'équilibre comme nouvelle ville. Mais le problème ne s'arrête pas là, parce que tous ces dysfonctionnements ne sont pas réglés. Actuellement, nous sommes dans une phase où le changement climatique va nous amener à reconsidérer la fonction de la ville, à reconsidérer les matériaux qu'on utilise dans la ville, à reconsidérer les objectifs et le projet de ville. Il y a des choses qui sont basiques, à savoir la déambulation des piétons. Les piétons n'ont pas d'espace dédié à Dakar et dans les villes du Sénégal notamment. On n'a pas d'espace piéton. On n'a pas de structure, d'équipement dévolu pour les handicapés. On n'a pas une véritable fonctionnalité de la ville établie parce que la ville n'a pas d'identité. Donc, en somme, nous sommes une ville de ruraux, carrément, qui essayons de s'accommoder sur un site complètement dédié à l'urbanisme. Donc, on peut trouver dans la ville des animaux qui déambulent, des vaches, des moutons. On peut trouver des ruraux fraîchement débarqués qui occupent des lieux, des carrefours stratégiques, au mépris de la sécurité. J'ai constaté que les autoroutes que nous avons construites, ces autoroutes, ces nouvelles autoroutes, commencent dans leur sortie, commencent à être occupées
par des marchands qui sont là, qui ont mis des tôles, des baraques pour commencer à vendre des fruits. Et on les laisse faire. Et l'État a toujours légalisé, hein, comment dire, le fait accompli. Parce que finalement, ces gens-là obtiennent une certaine légitimité. C'est le cas de l'occupation anarchique, hein, de la voie publique. L'État a laissé faire. Et qui plus est, les collectivités locales, territoriales, qui ont en charge ces problématiques, réagissent par à-coups, règlent des problèmes, mais lorsque arrivent les échéances électorales, ces collectivités territoriales laissent ces personnes-là renforcer leur position et acquièrent même des sortes de droits. Donc on a de réels problèmes. Notre rapport par rapport à la ville pose problème. Et nous devons nous-mêmes changer de mentalité. Parce que on est arrivé dans une phase où si l'on ne change pas, et là le président de la République le sait, si on ne change pas, on va rompre nos équilibres et on ne pourra pas profiter totalement des apports, des atouts de ces nouveaux écosystèmes qui vont naître en marche ou dans après l'exploitation du gaz et du pétrole. J'ai presque un parti pris sur cette question-là, puisqu'il y va de notre cadre de vie à tous, et personne n'y échappe quand le cadre de vie est pollué et encombré, et surtout qu'il y a des ruptures dans l'harmonie dans la ville. Oumar Ba, est-ce que tout peut tenir à juste, allez, on désencombre, on dégage ce qui occupe la voie publique, et ainsi de suite. Est-ce que tout peut tenir qu'à ça? Ça, c'est le niveau basique, le plus bas. Vraiment, le niveau 7 moindek. C'est-à-dire, on dit dans l'islam que la propriété est partie de la foi. On pourrait même la moitié de la foi. On constituerait même peut-être la moitié. Donc, avoir une ville propre, sincèrement, ça ne devrait pas relever du luxe. Ça ne devrait pas relever de travaux herculéens. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le professeur a utilisé... Vous imaginez le chantier que c'est à Dakar quand même de rendre Dakar propre et de désencombrer Dakar? Le Sénégalais n'est pas meilleur, ou en tout cas plutôt le Rwandais n'est pas meilleur que le Sénégalais. C'est une ville qui est vraiment très résiliente, Kigali, et pourtant qu'on cite parmi les villes les plus propres, en tout cas d'Afrique, voire du monde. Ça relève juste de la bonne volonté, pas plus que cela. Effectivement, après, il faut se donner les moyens de faire accomplir sa volonté. Je voudrais revenir sur deux termes que le professeur a utilisés, deux termes très intéressants. Et on en revient, on dépasse vraiment le cadre de vie, ou alors vraiment, on est dans le cadre de vie dans toute sa plénitude, on va dire. C'est la notion de projet urbain, ou de projet de ville, ou de projet territorial. Et l'autre, c'est la notion de prospective. Il y a des questions philosophiques, les questions premières, comme on les appelle. C'est où sommes-nous, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous. Traduites en management, ce sont des questions très programmatiques, finalement. Se poser la question du où sommes-nous, c'est se poser la question du rapport au territoire. Cette ville, ou cette capitale ne s'appelle pas la région du Cap-Vert pour rien. Cap-Vert, donc des pluies, etc. Quand on fait un peu de topologie, toponymie du moins, Wakinan, ça veut vraiment dire quelque chose. Zone de captage, pas besoin d'avoir un bac plus 8 pour comprendre que c'est une zone, vraiment une région soumise à fort risque d'inondation. D'où venons-nous? Eh bien, nous avons hérité quand même d'infrastructures et d'une planification, le plan Écochar, et depuis, c'était vraiment le dernier grand plan, ambitieux et bien fait. Et tout ce qui est vraiment structurant dans Dakar, et même dans les villes, dans les capitales régionales, nous vient pour la plupart de la colonisation, dont je ne suis pas le défenseur, loin de là.
Mais les grandes infrastructures, vraiment tout ce qui est structurant, vous prenez Saint-Louis, vous prenez Thiès, mais toutes les grandes infrastructures, tout ce qui est relativement bien fait et qui a résisté au temps, pour reprendre Ahmed de Kane, l'école, c'est l'art d'apprendre à lier le bois au bois pour construire des demeures qui résistent au temps. Et malheureusement, les seules demeures qui résistent au temps sont des demeures qui sont d'héritage colonial. Ça doit nous interpeller quant à notre rapport même par rapport à notre propre culture et par rapport à notre propre héritage. La question du « qui sommes-nous » Mais nous sommes un pays de marcheurs. Une enquête du CETUD montre que la part modale de la marche est de 70%, à peu près. Si vous prenez des déplacements, sans déplacement, les 70 se font à pied. Paradoxalement, quelle est la place des piétons dans cette ville? Ou dans nos villes? Dans des villes sans trottoir, dans des villes sans arbres. Quand même, nous sommes dans des pays tropicaux. Il fait extrêmement chaud. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'ombre d'un arbre. Et regardez aussi, les derniers arbres sont des arbres qui ont plus de 40 ans, qui ont plus de 50 ans. Depuis quand remontent les dernières campagnes de reverdissement de la ville? Ce sont des questions qui doivent être adressées. Enfin, la question de où allons-nous ramène à la prospective. Et les gens qui font de la prospective disent qu'il y a à peu près 2 branches. La prospective exploratoire, ça c'est de la prévision. Le professeur l'a dit tout à l'heure, c'était une ville qui a été faite pour 600 000 habitants. On se retrouve à pratiquement 2 millions. Enfin, la région de Dakar, c'est, disons, un quart de la population sénégalaise, avec tous les problèmes d'encombrement, enfin le problème de macrocéphalie dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais il y a une autre dimension de la prospective qui est beaucoup plus intéressante. Ça, c'est la prospective stratégique. Elle part d'une vision et ça amène à élaborer un projet et une stratégie pour faire appliquer. Là, en tout cas, pour mettre en œuvre ce projet. Et tous nos problèmes viennent de là. Cette incapacité à traduire en actes ce que nous avons écrit sur des papiers. Nous sommes très bons pour élaborer toutes sortes de documents, qu'ils soient des plans stratégiques, des plans nationaux, des plans quinquennaux, etc. etc. Si on s'en réfère à la route de Deming, le PDCA, Plan Do Check Act, nous, on est vraiment au premier step, plan seulement. On ne fait que planifier. On ne réalise pas, surtout, et le pire, on ne fait pas d'évaluation des politiques publiques. Parce qu'à un moment, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, comment on en est arrivé là? Mais vous avez vu quand même l'évolution ou pas du tout finalement? C'est tombé d'un coup? Ah non, les chercheurs, je parle sous le contrôle du professeur, les gens qui sont vraiment intéressés par ces questions, mais ils le voient, la rurbanisation de Dakar, on parle de rurbanisation, pas urbanisation. Pour parler, c'est un néologisme pour parler de la conjonction entre le rural et l'urbain. Ça venait de l'exode rural certainement, mais mes amis de manière très pragmatique, ils parlent de mbarisation. Dakar, il y a des mbars partout. Donc ou bien la cantinisation, pour utiliser un autre terme. Mais faire de la prospective, c'est d'abord aussi faire de la veille. C'est avoir des données sur la ville, c'est étudier la ville, c'est regarder la ville. Comme dit le professeur, quand les gens, en tout cas nos décideurs, en arrivent à faire du tafiengel, c'est qu'ils n'ont pas eu, on ne s'est pas donné le temps de la réflexion, on ne s'est pas donné le temps de la planification. Et on n'a pas ce regard-là, parce que c'est toujours un processus itératif. Vous agissez, ensuite vous regardez ce qui se passe. Vous projetez, vous dites je vais là, vous faites 2 pas, vous dites est-ce que je suis sur le bon chemin? Non. Toutes ces choses ont été réalisées, mais regardez tous les derniers projets sur Dakar. Et même Diamniadio, tiens, qui est le projet phare, qui est intéressant sur certains aspects. Mais on ne fait pas de l'urbain comme ça, sur un claquement de doigts. La ville de Brasilia a été habitée quasiment 1000 jours après les premiers coups de pioche. Ils ont mis des années à faire de l'urbain pour avoir un cadre de vie intéressant. La ville d'Abuja, des milliards ont été dépensés pour faire une capitale nouvelle. Eh bien non, la capitale reste toujours Lagos. Yamoussoukro, des milliards ont été dépensés avec des infrastructures somptueuses dont la fameuse cathédrale de Yamoussoukro et le palais. C'est devenu quasiment une ville fantôme. 30 ans après. Qu'est-ce que ça ramène? Une autre question sous-jacente, c'est le processus décisionnel.
Parce que souvent, on nous parle de la vision du chef de l'État. Je suis désolé, elle peut être très bonne, elle est même nécessaire. Mais faire une ville, faire de l'urbain, projeter notre devenir ne doit pas relever que de la seule vision du chef de l'État. C'est un processus collaboratif, participatif, parce qu'il s'agit de vous, nous et nos enfants. Tout le monde a un input, tout le monde doit être concerné. Si c'est quelqu'un tout seul, ou bien un architecte tout seul, qui réfléchit dans son bureau en faisant des schémas, on va avoir Yamoussoukro, on va avoir des villes fantômes comme ça. Mais si c'est quelque chose avec un projet collectif, là, ça doit être beaucoup plus intéressant. Et là, maintenant, pour en revenir à Dakar, on a eu des expériences intéressantes avec les 7 CETAL qui a existé dans les années 80. Ça sont des processus participatifs. Et c'est des choses qui sont très intéressantes, qui méritent même d'être revalorisées davantage. Mais qui ne sont pas à un niveau macro quand même capables d'être durables. C'est peut-être des opérations ponctuelles. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je suis un adepte aussi des petits pas à la chinoise. Pour faire le tour du monde, il faut commencer par faire un pas. J'ai lu un très bon discours d'un général américain lors d'une remise de diplôme. Il disait aux étudiants, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit le matin. Ça commence par ça. Ça commence par ne plus jeter de papier dans la rue. Ça commence par enlever quelque chose qui peut encombrer, ça commence par ne pas encombrer, ça commence par bien se garer, ça commence par tous ces petits gestes-là. Et vous verrez que la somme de ces petits gestes-là peut nous amener à changer radicalement les choses. Il y a un poète turc qui a une belle formule qui dit « Si je ne brûle pas », Nazim Hikmet il s'appelle, « Si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, si nous ne brûlons pas, comment les ténèbres pourraient-elles devenir clarté ?» Oumar Ba, vous êtes urbaniste, consultant en management public, aménagement du territoire et développement local. Vous êtes avec le professeur Mawlud Diakhaté. Est-ce que c'est un luxe finalement pour nous, de Dakar, de la cité ou même du Sénégal, d'avoir ce qu'on appelle ailleurs des villes dortoirs, des cités résidentielles, et puis le centre-ville où finalement tout peut se mélanger, mais sans que l'un dérange l'autre? Est-ce que c'est un luxe pour nous de l'avoir dans... Je ne parle pas du passé ou de ce qui est présent parce qu'on ne l'a pas. Est-ce que dans la prospection, on peut le faire? Je le dis en référence à quand même ces nouveaux quartiers qui étaient les quartiers plutôt aisés, mais qui sont déjà très, très encombrés. Je ne veux stigmatiser aucun quartier, mais tous ces nouveaux quartiers qui sont sortis le long de la Védène et même des Almadies sont devenus des quartiers très, très encombrés où personne ne respire. Est-ce que c'est un luxe pour nous de l'avoir ou c'est dans la réflexion qu'on a pêché quand on a sorti ces villes-là, quand on a sorti ces projets de terre? C'est qu'on n'a pas eu de projet, en fait. Un projet partagé. Un projet co-construit. Et co-porté par tous les acteurs. Parce que une ville, un cadre de vie se fabrique. Une ville se fabrique. Le Sénégal veut quoi? Est-ce qu'on veut une ville, un cadre ou une ville lumière? Est-ce qu'on veut une ville d'eau? Est-ce qu'on veut une ville qui est spécialisée dans tel ou tel domaine scientifique? Et c'est ça qui nous confère l'identité, une identité qui sera une identité connue et reconnue au Sénégal, dans la sous-région et dans le monde, et qui fera notre particularité, ce qui sera le déterminisme fondamental de l'évolution de la ville. Parce qu'il y a des schémas, il ne faut pas que nous les reproduisions. Nous sommes dans un siècle où, effectivement, il faut faire beaucoup d'économies, le changement climatique aidant. Nous avons beaucoup péché par la desserte cadencée, en disposant sur l'espace urbain des territoires à fonctionnalités diverses, des territoires administratifs, des territoires, des zones commerciales, des zones de rapports sociaux et des zones dortoirs. Ça nous a amené, dans des périodes de croissance, à avoir des problèmes que nous vivons actuellement. Pour le cas de Dakar, je dis que Dakar est une sorte de millefeuille, ces gâteaux-là, de millefeuille. Parce qu'il y a une surimposition de problèmes et une surimposition de solutions qui finalement créent les rejets que nous connaissons. On a élargi les voies, on a mis des voies dépénétrantes, on a mis des contournements, mais on est toujours en face au même problème. Il faut que ces voies qui servaient
qui devraient servir à la mobilité, à faciliter la mobilité pour faire des économies, sont devenus des voies qui entravent la bonne marche économique de la ville. Et tous ces problèmes s'articulent et déstructurent en fait notre tissu social et même nos réflexes de citoyens ordinaires. Ce qui se passe, c'est que peut-être que le Sénégalais n'est pas plus indiscipliné qu'un autre, mais c'est la grande débrouille. Chacun se bat pour avoir une portion de terrain, 3, 4, 5 mètres carrés, pour assurer sa survie. Et l'espace de compétition, l'espace qu'on s'arrache, c'est la rue. Et la rue devrait être un espace qui nous permet de faciliter nous-mêmes ce que nous sommes venus chercher en ville, c'est-à-dire aller se soigner rapidement, rentrer rapidement, fréquenter les grands magasins, faire ses emplettes, vivre en quelque sorte dans un cadre qui est ordonné et qui est accepté comme tel. Comment se fait-il que nous sommes au XXIe siècle, avec des obligations et des contraintes du XXIe siècle, sur le plan des économies d'énergie, sur le plan de la fonctionnalité, de la proximité, pour ne pas vider la ville de son sens. On continue toujours à multiplier les centralités, c'est-à-dire à déplacer les problèmes et à les transférer ailleurs. C'est ce qui s'est passé lorsque le plateau a été quelque peu vidé de sa substance pour les Almadies. Les Almadies en sont sortis défigurés. C'est, je ne le pense pas, ce qui pourrait se passer à Diamniadio. Parce qu'il y aura un appel d'air. Il y aura énormément d'attractions, hein, de personnes qui vont ruer à Diamniadio pour peut-être profiter du déplacement des ministères, du déplacement ou de la création de cette ville nouvelle, ou de cette nouvelle ville plutôt, qui va accueillir à terme 300 000 habitants. Est-ce que ce triangle de prospérité, Dakar, Thiès, Mbour, avec comme point nodal Diamniadio, va répondre, hein, aux sollicitations que nous connaissons actuellement? Parce que le Sénégal, il faut qu'on le comprenne, n'est pas uniquement Dakar. Si aujourd'hui la volonté de l'État était de développer une autre ville à l'intérieur du pays, en lui donnant une forte identité, en lui donnant les moyens, en ayant une politique d'incitation, je crois que cette ville-là pourrait prendre et jouer un rôle d'équilibre, de métropole d'équilibre. Parce que si vous êtes allé aux États-Unis, il y a des villes qui sont nées de la volonté des Américains, qui sont situées sur des sites improbables. Mais c'est parce qu'il y a eu un projet de ville, il y a eu une volonté, et la réponse a été que les citoyens, effectivement, s'en sont appropriés. Et c'est effectivement ce qui nous manque. Pour dire que je vois bien Dakar réglé par des solutions conjoncturelles, et là le président de la République a mis le doigt dessus, ces questions liées à l'encombrement. Mais il faut que concomitamment, qu'on mette en place aussi les réseaux, les moyens, pour permettre à ce secteur informel qui occupe ces espaces-là et qui sont aussi des producteurs de richesse, que ces gens-là puissent aussi exercer dans des espaces dédiés. Et cela, ce n'est pas la mer à boire, parce qu'on est en train de requalifier notre presqu'île du Cap-Vert. Il faut que cela se fasse rapidement et qu'on arrête cette urbanisation commerciale. Parce que cette urbanisation commerciale ne va pas nous permettre de sortir de ce cul-de-sac. Pour terminer,
sur cette question. Dakar est une ville qui est une ville du Sahel. Une ville qui connaît maintenant plusieurs journées d'embrun poussiéreux. Une ville qui n'est pas ombragée. Une ville qui n'est pas aménagée pour faciliter une vie de relation, pour faciliter, rien que si on avait fait la grande option d'être une capitale, un hub des grandes conférences internationales, tout serait calibré pour cela. On aurait eu des commerces free shop installés, on aurait eu de grands hôpitaux avec un plateau extrêmement relevé, très pointu. On aurait eu des services de rapports sociaux, c'est-à-dire des assurances, de vie, de banque, etc. Y compris les espaces verts. Parce que cela pose problème à Dakar. Et nous perdons beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de maladies ORL. Et régulièrement, les parents le savent pour les enfants qui sont allergiques. Les maladies respiratoires. Et cela ira crescendo. Parce que nous n'avons pas décidé de créer un centre-ville avec un accès limité. Un centre-ville qui pourrait être dédié certaines voies à la circulation piétonne, fermer complètement à l'accès des automobiles, de créer en tout cas des mesures incitatives pour permettre aux populations ou aux acteurs du centre-ville de pratiquer les modes doux de transport. Vous voyez que dans certains quartiers, on ne circule plus puisque deux voitures n'allaient plus à se croiser, puisqu'il y a tellement de problèmes de stationnement qui n'ont pas été prévus, où on a construit... on le dit souvent, il y a trop de voitures, mais je pense que si chacun avait un endroit où ranger sa voiture, ça ne poserait pas de problème. Dans certains quartiers aujourd'hui, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait des problèmes entre voisins, même dans les rapports sociaux, parce que le cadre de vie amène finalement les problèmes dans les rapports sociaux. On en est presque à faire de la sociologie. Ça nous conforte dans l'idée que ce sujet était transversal. Oumarba, finalement, on l'a lié à la citoyenneté, au changement de comportement, ce changement de paradigme, pour que le citoyen s'approprie son environnement, son cadre de vie. On commence par quoi? Restaurer l'autorité de l'État qui dit maintenant stop, ou alors on commence par la sensibilisation citoyenne pour que chacun change, ou les deux à la fois? Il faut commencer par tout. Mais il faut commencer déjà par se repositionner comme État. La réforme de l'administration de manière générale, l'administration territoriale pour le coup, mais de l'administration de manière générale, est posée avec beaucoup d'acuité. La question de la capacitation des acteurs du développement local, des gestionnaires de la ville, elle est posée. Quelque chose de tout simple. Vous prenez un chef de quartier, il est chef de quartier. Qui en a fait un chef? Personne. Il est juste chef de quartier parce que son père l'était et que le mot finit. Elle est où la démocratie là? Qui est comme ça. Elle est où la démocratie? Et quelles sont les charges liées? En plus, maintenant, apparemment, on leur donne une prime. Quelles sont les charges liées à la fonction? Comment mesure-t-on leur apport ou l'effectivité de leur travail? Vous avez des employés, vous savez qu'à la fin du mois, ils vous ont fourni des rapports, ils ont fait telle chose, etc. Qu'est-ce que fait le chef de quartier? Si ça se trouve, c'est un grabataire. Ou au nombre de certificats de résidence qui est délivré, certainement. Par exemple. Donc, la question de la gouvernance territoriale est posée. Le regard sur la ville, on a parlé de sociologie, je dirais même d'anthropologie, notre rapport à l'espace, notre rapport à l'autre. Nous sommes dans une société de transactions, pour parler comme le professeur Kizerbo. Nous sommes une société communicationnelle, etc. Où sont les espaces de dialogue? Où sont les espaces d'interactivité? Il n'y en a pas. Et la rue l'est par essence. Quelle est la place et le regard sur la rue? Actuellement, des expériences très intéressantes sont faites un peu partout dans le monde. On parle de la rue nue. Par exemple, des rues où il ne se passe rien. On parle des rues piétonnes. On parle des rues à usage multiple qui deviennent lieu de stationnement le matin, qui deviennent marché le soir, ou bien qui deviennent marché le matin et lieu de stationnement le soir.
Ça, c'est intelligent, par exemple. Une rue peut avoir multiples fonctions. Et donc là, imaginez la couverture du canal, le canal de face, mais on a à peu près la largeur des Champs-Élysées. Imaginez tout ce qu'on peut faire en termes d'aménagement urbain. On parlait de l'usage des matériaux. Mais la première chose qu'on va penser y faire, c'est de faire un marché, hein, je vous le dis tout de suite. Et le professeur l'a dit tout à l'heure, à la nuance près, comme j'ai dit, je préciserai, il a parlé d'urbanisme commercial. C'est même pas de l'urbanisme commercial, c'est de l'urbanisme mercantile. Commercial, ça demande un peu plus un peu plus de finesse ou un peu plus d'ambition. Non, c'est juste mercantile. C'est quelle patente je peux récupérer. Les taxes. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, au lieu d'avoir de belles infrastructures, on a des cantines. Oui, la ville remplit plusieurs fonctions. La rue, elle a une fonction sociale, elle a une fonction sportive, culturelle, intellectuelle, économique. Elles sont où les bibliothèques? Il n'y en a plus quasiment. Sauf que justement, l'avantage, on est passé à l'ère du numérique. On pourrait peut-être penser à faire des bibliothèques mobiles dans des bus qui pourraient aller dans des quartiers. Elle est où la place du sport dans cette ville? Combien de terrains ont disparu qui n'ont jamais été remplacés? Juste à côté de vous, il y en a un là, un stade. Ça fait des années qu'on a un trou béant, on ne sait pas ce que c'est. Et ça dure. La place de la sectorisation, les fonctions de la ville doivent être posées. Il y a des quartiers, vous parliez tout à l'heure de est-ce que ça nous est tombé dessus? Non. Les gens qui ont les sens en alerte, ils regardent les problèmes qui vont se poser à terme au point E. Un quartier résidentiel qui est en train de se tertiariser. Donc demain, les problèmes de stationnement dont vous parlez vont se poser. Parce que tant que c'était une maison en plein pied, voire R+1, 2 voitures, ça suffisait. Et puisqu'ils ont 20 mètres de façade, ça suffit. On peut même mettre 3 voitures. Demain, vous faites un R+10. Il n'y a pas de parking au sous-sol. Un taux de motorisation de 70%, 50% chez les 100 employés qui sont dedans. Vous avez 50 voitures. Où est-ce que vous les mettez? Et ce n'est pas un seul immeuble, c'est plusieurs immeubles dans la rue. Donc ça, ce sont des questions qui doivent être adressées, mais qu'on peut sentir venir quand même. Est-ce qu'on se donne les moyens d'eux? Je ne pense pas. Ensuite, parce qu'on va peut-être s'approcher de la fin. On est très bousculé, c'est vrai. Faire de l'innovation politique ou faire de l'innovation publique, il le faut. Faire du benchmark, on n'est pas seul au monde. Il y a plein de bonnes choses qui se font ce qui marche ailleurs pour le faire ici. Et les transposer. Ce qui se fait au Rwanda peut être transposé, effectivement. La différence près que c'est une sorte de travail forcé pour le nettoyage des rues. Parfois, est-ce qu'on adapte aussi ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on l'adapte à ce qu'on est réellement, notre environnement? Parce que quand même, je pense qu'on ne peut pas faire un plan directeur d'urbanisme sans intégrer cette notion de commerce ambulant. Et il le faut, mais et l'intelligence. Parce qu'en préparant cette émission, vous voyez, je tombe sur ce document qui est le plan directeur d'urbanisme de Dakar et ses environs à l'horizon 2035, où à l'introduction, vous voyez que le gouvernement fait une requête au Japon pour l'aider dans la définition. Et finalement, quand même, on choisit le consortium de consultants qui est la mission d'étude de la coopération technique japonaise. Est-ce que c'est des choses qui parfois ne permettent pas, c'est des choses qui empêchent parfois quand même d'adapter les choses à nos réalités, non? Tout est question de volonté politique, sincèrement. Et puisque j'avais juste une suggestion à faire, puisqu'on parle d'innovation politique ou publique, avec la nomination cumulativement à ces fonctions du Premier ministre qui devient... Allez, on va laisser encore Premier ministre. Voilà. S'il y a peut-être, je suis contre les agences de manière générale, mais s'il y a peut-être une agence à créer pour le coup, pour donner corps à la vision, ou j'aime pas le terme, mais bon, puisque tout le monde l'utilise, à la vision du chef de l'État, ou en tout cas son discours, il y a peut-être une agence nationale de rénovation urbaine à créer. Ça ne vous suffit pas, le ministère du renouveau urbain? Ah non, parce que ça ne répond pas à la problématique. Ce ministère n'a jamais fait de renouveau urbain. Et après, à un moment, il faut un bras opérationnel. À un moment, il faudrait que quelqu'un agisse sur le terrain, qui ait ses prérogatives de puissance publique, comme avec le PUDC, avec le PUMA, etc. Des gens qui puissent agir. Le professeur est aménagiste, il sait ce que je dis. L'aménagement du territoire, ça fait des années qu'on écrit toutes sortes de rapports et de propositions. Tant que vous ne pouvez pas les opérationnaliser, ça ne sert à rien. C'est justement un lion édenté. Professeur, un souhait, est-ce que ce ministère du renouveau urbain, apparemment, ça ne suffit pas, puisque c'est le président lui-même qui constate que notre ville en est arrivée à un niveau où il faut faire quelque chose aujourd'hui? Oui, c'est pour régler des problèmes qui sont conjoncturels. Mais il y a des problèmes qui sont structurels.
Et à ce niveau, je pense qu'il faut aller au-delà du ministère du renouveau urbain. Parce qu'il ne s'agit pas de renouveler l'urbain, mais il faut adapter l'urbain à l'environnement. À l'environnement, au changement climatique. Il faut adapter l'urbain à la montée de la démographie. Il faut que tous ces schémas qu'on est en train de mettre en place, schéma directeur d'aménagement urbain, avoir un super schéma qui serait le schéma de cohérence territoriale. Cela permettrait de pouvoir régler définitivement la question de l'identité des villes et de leur rôle dans l'espace. Parce que les villes doivent être complémentaires. Les villes doivent permettre de se projeter. Et pour cela, les collectivités territoriales aussi doivent jouer leur partition. Et malheureusement, elles n'ont pas les moyens de leur politique. Dans cette mesure-là, il faudrait, je pense, augmenter un peu leur dotation ou leur permettre de pouvoir s'autofinancer. En tout cas, il y a des mécanismes et des outils que l'État pourrait mettre en place et qui sont connus. Le benchmarking joue un rôle extrêmement important, mais je crois aussi que c'est à nous-mêmes de définir la ville sénégalaise, la ville que nous voulons, la ville africaine que nous voulons. Parce que ces espaces de rencontre, ce sont les pinch. Et on n'a pas de pinch. Il y a des espaces qui sont nécessaires et qui peuvent nous servir. On avait des marchés et des pinch. Donc, d'où cette mercantilisation de certains espaces et les problématiques sous-jacentes qui se posent à nous, ordures, encombrements, problèmes de mobilité. L'image du propos introductif de Omar Ba est assez saisissante, bien entendu, quand il nous explique que de Kermel aux Parcelles Assainies, on a un enchevêtrement de marchés que Justine Diogo, qui a la technique de cette émission, connaît très bien. On a un marché sans rupture dans tout le périmètre de Dakar et c'est peut-être à ça que les autorités devront traduire la volonté du président de la République de refonder notre cadre de vie. Messieurs, j'aurais presque aimé vous jeter la pierre. Vous êtes les spécialistes de l'aménagement, de l'urbanisme. Mais votre science que vous avez partagée ici me conforte à croire que c'est parce qu'on ne vous a pas utilisé qu'on en est là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se promet certainement d'en reparler et reparler encore, puisque bien entendu, le président de la République a fixé le cap pour qu'il y ait ce changement de comportement, pour que la citoyenneté revienne au cœur de l'action et de la vie publique. Je recevais Omar Ba, urbaniste, consultant en management public, aménagement du territoire et développement local. Et puis, le professeur Mauloud Diakhaté, avec qui nous étions très heureux de partager cette heure d'émission. Professeur Mauloud Diakhaté, qui est enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialiste de l'aménagement du territoire et auteur de l'ouvrage que je vous recommande, si vous voulez en savoir plus sur la refondation de notre cadre de vie, la politique d'aménagement du territoire au Sénégal, publié chez L'Harmattan. Marie-Justine Diogo, Boubacar Ban était à la technique de cette émission. Tout de suite, le Flash Info. Et juste après, le grand jury Babacar Fall reçoit Modou Yagne Fada. À la semaine prochaine et bon dimanche à tous.